18 milliards d'euros. C'est la somme que la France s'apprête à engager pour un prêt à l'Ukraine, alors même que ses caisses affichent un déficit qui dépasse déjà 5%, que sa dette frôle les 3500 milliards et que sa croissance stagne à 1,2% en moyenne depuis 25 ans. Ce chiffre, lâché en plein débat, va tout faire basculer. Thierry Breton entre dans cet échange avec la certitude tranquille de celui qui a passé des années dans les sphères les plus hautes de la technocratie européenne. Ancien commissaire européen nommé par la France, habitué des grandes salles de Bruxelles, il s'installe face à Jordan Bardella avec la posture de l'expert face au novice. Il pense avoir affaire à un débutant, à quelqu'un d'incapable de maîtriser les dossiers économiques et politiques dans leur complexité réelle. C'est une erreur fatale, et les prochaines minutes vont le lui démontrer de façon absolument implacable. Breton commence par poser le décor. Il le fait avec une précision qui se veut écrasante. La France, dit-il, va se retrouver en 2027 dans une situation extraordinairement difficile. 3500 milliards de dettes. Un déficit qui sera, selon ses propres mots, au-dessus de 5% et il dit en être quasiment certain. Il ajoute que si les réformes nécessaires ne sont pas engagées immédiatement, la dynamique va se poursuivre jusqu'à un point de rupture historique. À partir de 2030-2031, la France deviendrait le pays le plus endetté d'Europe. Elle dépasserait la Grèce, elle dépasserait l'Italie, des pays dont les difficultés financières ont marqué des décennies entières d'austérité douloureuse pour leur population. Il va plus loin encore. En 2030, les intérêts de la dette française atteindront 100 milliards d'euros par an. 100 milliards, chaque année, uniquement pour payer les intérêts, pas pour rembourser le capital, pas pour financer un hôpital, pas pour construire une école, juste pour honorer le coût de l'argent emprunté. C'est une somme qui dépasse l'entendement dans sa dimension concrète, et pourtant elle est bien réelle. Pour les classes moyennes et populaires, ce mur budgétaire se traduit très directement dans le quotidien. Effondrement progressif des services publics, hausse des prix de l'énergie, réduction des aides sociales. Les jeunes actifs, eux, subissent une double peine. Cotiser davantage pour des retraites toujours plus incertaines, tout en se retrouvant massivement exclus de la propriété immobilière. Breton critique ensuite le programme de Bardella. Il l'a lu, dit-il, il l'a détaillé et il a fait ses calculs, comme l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, comme l'Institut Montaigne, comme d'autres organismes indépendants. Le verdict qu'il annonce est sévère, entre 50 et 70 milliards d'euros de dépenses non financées. Il précise que le seul retour sur la réforme des retraites représente déjà 7, 8, 9, peut-être 10 milliards d'euros. Que la baisse de la TVA sur les produits énergétiques et les hydrocarbures à 5,5% coûterait entre 13 et 14 milliards. Que d'autres mesures s'ajoutent encore, dont la suppression de la contribution à l'audiovisuel public pour environ 1,7 milliard d'euros. Mis bout à bout, ces chiffres forment, selon lui, un programme qui mène le pays droit dans le mur. Mais à l'instant précis où Breton pense avoir enfermé son adversaire dans une logique comptable imparable, Bardella opère un retournement, calme, précis, dévastateur. Il remercie Breton, sincèrement, ou du moins avec l'apparence de la sincérité. Parce que, dit-il, Breton vient de lui faire économiser 3 minutes en dressant lui-même le bilan apocalyptique de 10 ans de politique économique française. Une politique à laquelle Breton a directement contribué en tant que commissaire européen nommé par la France. Ce bilan, c'est donc aussi le sien. Les voyants au rouge, la dette colossale, le déficit structurel, la croissance en berne. Tout cela s'est construit pendant les années où Breton occupait les plus hautes fonctions. Bardella n'invente rien, il retourne simplement les chiffres de son adversaire contre lui. Il ajoute un détail que Breton n'a pas mentionné. Une entreprise ferme toutes les 5 minutes en France. Toutes les 5 minutes, pendant que ce débat se déroule, pendant que les arguments s'échangent, des emplois disparaissent, des projets s'effondrent, des familles voient leur horizon se rétrécir. Le mur de la dette, dit Bardella, sera payé de toute manière par sa génération dans les prochaines années. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité arithmétique que personne ne peut contester. Breton tente alors de déstabiliser Bardella sur la question des dépenses publiques. Il pose la question directement. Les dépenses de l'État représentent 1670 milliards d'euros. Bardella parle d'économies sur 350 milliards. Les autres, ils sont dans l'État-providence. Et Breton affirme, avec une assurance qui frise la condescendance, que la promesse de relancer la croissance pour financer les baisses de taxes ne tient pas. La croissance de la France depuis l'an 2000 est de 1,2% en moyenne sur 25 ans. Prétendre qu'elle va remonter à 2% grâce à des baisses d'impôts, c'est, selon lui, du wishful thinking. Ce qu'il appelle, avec une formule qui se veut cinglante, « Demain, on rase gratis ». Bardella ne cède pas.
Il conteste l'intégralité des chiffres de Breton, il rappelle que le Rassemblement national a été le seul parti à présenter un contre-budget comportant des économies réelles, chiffrées, documentées. Il refuse d'accepter le cadre comptable rigide que Breton lui impose et il explique pourquoi. Baisser l'impôt sur les sociétés, dit-il, produit un effet retour. Quelques années après la baisse, les recettes fiscales augmentent parce que les entreprises investissent, embauchent, produisent davantage. C'est un mécanisme économique documenté, pas une promesse en l'air. Il précise d'ailleurs que son programme ne prévoit pas de baisse globale de l'impôt sur les sociétés, mais la suppression des impôts de production, ces prélèvements qui pèsent sur le haut du compte d'exploitation et qui sont 2 fois plus élevés en France que la moyenne européenne. Pour réindustrialiser le pays, cet impôt doit disparaître. Sur les économies concrètes, Bardella est précis. Il annonce l'instauration d'un critère de nationalité sur les aides sociales non contributives. Aujourd'hui, entre 15 et 20 milliards d'euros partent chaque année dans des prestations sociales versées à des ressortissants étrangers qui n'ont pas cotisé. Son programme conditionne le RSA non plus à 5 ans de présence sur le sol français, mais à 5 ans de travail effectif sur ce même sol. Les allocations familiales et l'ensemble des aides non contributives seront soumises à un critère de nationalité. Ce seul levier, dit-il, permet de faire rentrer 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. 15 milliards. Immédiatement chiffrés, immédiatement opposés aux accusations de Breton. Bardella ne subit plus le débat, il le dicte. Il développe ensuite sa vision énergétique. Il relance le nucléaire, supprime les subventions aux éoliennes pour concentrer les ressources sur la filière nucléaire et démantèle les agences et la bureaucratie d'État qui alourdissent le fonctionnement public sans produire de valeur réelle. Il évoque les centaines d'opérateurs publics qui existent selon lui, principalement pour recaser des proches du système. Il annonce la suppression des régions pour simplifier ce qu'il appelle le millefeuille territorial. Et il mentionne une réduction de la contribution française au budget de l'Union européenne, comme l'ont fait l'Allemagne et d'autres États membres. C'est à ce moment précis que Bardella retourne la table. Il demande à prendre la parole. Il demande à inverser les rôles quelques secondes. Et il pose la question qui va tout faire basculer dans ce débat. On vient de voter un nouveau prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. La France, pays qui ne peut pas payer, pays dont le déficit dépasse 5%, pays dont la dette frôle les 3 500 milliards, va contribuer à hauteur de 18 milliards d'euros, voire presque 20 milliards si l'on tient compte des États membres qui refusent de payer leur part. Qui paie? La question est simple, elle est directe. Et elle est posée à Breton, celui qui vient de passer de longues minutes à expliquer que la France n'a plus les moyens de se permettre des promesses non financées. Breton tente de répondre. Il rappelle qu'il s'agit d'un prêt, pas d'une dépense définitive. Il précise que ce prêt est gagé sur 190 milliards d'avoirs russes actuellement logés en Belgique. Il affirme que si tout ou partie de ces fonds n'est pas utilisé, un mécanisme de remboursement existe. Et il sort sa propre arithmétique. Ramené à l'ensemble des 450 millions de citoyens européens, cela représente 2 euros par semaine et par habitant. Bardella ne lâche pas, 2 euros par semaine peut-être. Mais pour la France seule, c'est 9 milliards d'euros sur 2 ans, puisque le prêt est accordé sur 2 années. Et il pose la vraie question, celle que personne dans les cercles bruxellois ne veut formuler clairement. Comment peut-on, dans le même souffle, reprocher à un programme politique de ne pas être financé et voter un prêt de cette ampleur à un pays étranger alors que les caisses nationales sont vides? Ce n'est pas une question de géopolitique, c'est une question de justice fiscale, c'est une question de cohérence comptable. C'est une question que chaque contribuable français est en droit de se poser en regardant sa feuille d'imposition. Breton tente alors une dernière manœuvre. Il déplace le débat sur le terrain de la géopolitique. Il demande à Bardella s'il veut simplement arrêter tout soutien à l'Ukraine et donc laisser Vladimir Poutine poursuivre ses ambitions au-delà des frontières ukrainiennes. C'est une stratégie de polarisation classique, enfermer l'adversaire dans le camp des capitulars ou des alliés du Kremlin, disqualifier sa stature présidentielle en faisant passer un arbitrage budgétaire national pour une rupture d'alliance majeure. L'objectif est clair, esquiver le débat comptable en déplaçant la confrontation sur le terrain de la sécurité continentale. Bardella refuse le piège. Il ne dit pas qu'il faut abandonner l'Ukraine. Il dit qu'il ne veut pas dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Il dit que les temps sont durs pour les Français. Il dit que cette logique, vouloir dépenser l'argent des autres, et surtout l'argent qu'on n'a pas, est précisément ce qu'il refuse. Et en le disant, il exprime quelque chose que beaucoup de gens ressentent confusément depuis des années, sans toujours trouver les mots pour le formuler.
l'impression que les décisions les plus lourdes financièrement sont prises le plus loin possible de ceux qui en supportent les conséquences. Les retraites représentent 14% du PIB français. La recherche, c'est-à-dire l'investissement dans l'avenir, représente 2%. Un État qui dépense 7 fois plus pour maintenir le présent que pour préparer demain est un État qui a fait un choix. Ce choix a été fait sans que la majorité des citoyens en comprennent vraiment les implications. Et ce débat, avec toute sa brutalité arithmétique, avec ses milliards qui s'accumulent et ses pourcentages qui s'enchaînent, pose en réalité une question que chaque génération finit par devoir affronter. Qui décide? Qui paie? Et pour combien de temps encore?